16h50, bienvenue si vous nous rejoignez sur LCI. C'est l'heure de votre grand dossier consacré ce soir à cette question. Comment et pourquoi l'Iran défie Trump en façade? Téhéran joue la conciliation avec Washington. Mais dans le fond, le régime ne lâche pas d'un pouce sur ses lignes rouges depuis ses négociations hier. Sur le nucléaire, sur les missiles balistiques, on sera d'ailleurs en direct dans la capitale iranienne. Et Téhéran menace même, alors même que l'armada américaine se renforce dans la région pour faire face à l'Iran. Les gardiens de la révolution jouent-ils avec le feu américain? On sera en direct, notamment près du détroit d'Ormuz. Et puis ce défi, alors même que le régime des Mollahs paraît complètement infiltré par les réseaux américains, israéliens et même français. On verra ça ensemble. Mais d'abord, écoutons les dernières déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères aujourd'hui face à Washington, comme un avertissement. Écoutez. La possibilité d'une guerre est toujours présente et nous y sommes préparés. Si les États-Unis lancent une attaque contre nous, nous n'avons pas la capacité d'attaquer leur territoire. Nous attaquerons donc les bases américaines dans la région. Cela entraînera toute la région dans la guerre. Nous n'attaquerons pas les pays voisins, mais plutôt les bases américaines. Il y a une différence significative entre les deux. L'Iran donc qui ne lâche rien, personne ou presque n'attendait un accord hier, mais tout de même on attendait un tant soit peu des convergences sur des sujets. Il n'en est rien. On en parle avec mes invités. Le général Dominique Delord, bonsoir, ancien chef du Centre opérationnel interarmé, auteur de ce livre 2031, Les batailles de la présidence aux éditions Le Sémaphore. Vincent Crouzet également est avec nous. Bonsoir Vincent, expert en renseignement et écrivain, auteur de ce livre, autobiographie d'ailleurs, Le jour où je suis devenu espion, le voilà, publié le 5 février aux éditions de l'Observatoire. Brigitte Hadès également est avec nous. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes grand reporter pour la revue politique et internationale. Et Stéphane Marchand nous fait l'amitié d'être avec nous. Bonsoir. Bonjour. Stéphane Marchand, directeur de la rédaction du magazine économique pour l'Écho et ex-correspondant à Washington pour Le Figaro. D'abord, ces points de désaccord, ce défi de l'Iran lancé à Trump, on va les prendre point par point ce soir dans le grand dossier. Tout d'abord, le premier point de désaccord sur la question du nucléaire. Téhéran se dit prêt à discuter, oui, mais juste discuter. Écoutez le ministre iranien aujourd'hui sur cette déclaration. Les négociations d'hier ont porté exclusivement sur la question nucléaire. Les Américains n'ont abordé aucun autre sujet. Quant à l'absence d'enrichissement, cela ne fait pas partie de nos négociations. L'enrichissement est un droit inaliénable pour nous et il doit se poursuivre. Même en nous bombardant, ils n'ont pas pu le détruire, car la technologie ne peut être anéantie par les bombes. Nous sommes prêts à parvenir à un accord qui leur garantisse que l'enrichissement en Iran se fera de manière pacifique. Nous sommes prêts à cela. On le disait déjà la semaine dernière, le nucléaire, c'est la pierre angulaire. Ça sera la pierre angulaire de ces négociations entre Washington et Téhéran. Mais aujourd'hui, il faut bien reconnaître que l'accord n'a pas été trouvé hier soir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un accord va être très compliqué à trouver entre Washington et Téhéran sur cette question nucléaire? Les Iraniens sont des très grands négociateurs. Et donc, en fait, le nucléaire, ils vont lâcher certainement certaines choses. Mais ce qui les intéresse, c'est de garder le nucléaire comme moyen de pression. Donc, ils ne vont jamais lâcher beaucoup. Et même en général, les Iraniens ne vont pas lâcher parce qu'ils ont compris qu'à partir du moment où on ne va pas envoyer des troupes au sol, leur régime est maintenu, ne risque rien. Et donc, ils ne vont pas donner beaucoup de l'Est. Et donc, c'est une opération qui vont faire durer. Ça va être formidable parce que nous, on va être là, on va pouvoir dire oui, oui, non, pas oui, mais finalement, il va rien avoir de particulièrement efficace. Alors, peut-être que ça va être comme il y a 6 mois, c'est-à-dire qu'ils vont continuer à négocier et puis ils vont quand même les attaquer. Ce sera peut-être quelque chose, mais de toute façon, une attaque navale et aérienne ne suffira pas à changer le régime. Et c'est malheureusement ce que tout le monde sait. Donc, on en est là pour l'instant. Et on parlera après des missiles, mais pour le nucléaire, finalement, ils vont peut-être accepter, ils vont garder le civil, donc très peu d'enrichissement à 4%. Ils vont peut-être leur dire qu'il faut quand même arriver jusqu'à 10 ou 11% pour d'autres utilisations civiles. Mais ils vont peut-être renoncer à l'enrichissement à plus de 60%, mais ça n'ira pas. Et puis en plus, c'est assez difficile de le vérifier. Donc l'AIEA, ils font partie de l'AIEA. Donc ils vont quand même accepter qu'on vérifie, mais est-ce qu'ils vont tout nous montrer? Général Dominique Delord, est-ce que vous croyez à un éventuel accord sur ce sujet du nucléaire? La marge de manœuvre des Américains est rétrécie par les Iraniens. Les Iraniens sont bien au courant de la position des pays arabes
qui sont défavorables à une intervention américaine. Ils ont fixé des lignes en rétrécissant au nucléaire, au seul nucléaire et discussion. Et en plus, ils précisent qu'une partie de ce domaine n'est pas discutable non plus. Donc là, au vu de ces dernières déclarations, il va falloir sans doute que la partie américaine augmente la pression. Parce que sinon, les Iraniens vont se cantonner dans la manœuvre que vous avez bien décrite, et qui est de lâcher Epsilon. Et encore, Epsilon, ça sera éventuellement la localisation des 400 kilos d'uranium enrichi qui pourraient être localisés ailleurs. Donc, je crains qu'on s'achemine assez rapidement vers, nécessairement pour l'Américain, il sera obligé d'augmenter la mise pour augmenter la pression sur d'une manière indirecte ou d'une manière directe, quitte à peut-être sortir par le haut, si jamais pour pas perdre la face, parce que si les Américains reculent, ça serait quand même une perte de face énorme. Vincent Crouzet, est-ce qu'aujourd'hui, Téhéran ne peut pas céder sur cette question aussi stratégique que le nucléaire ? Je pense que si Téhéran doit céder quelque chose, c'est sur le nucléaire. Parce qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre. Leur programme nucléaire a été extrêmement affaibli à l'occasion notamment de l'opération Midnight Hammer en juin dernier, et à l'occasion des différentes d'ailleurs frappes israéliennes qui l'ont précédé et qui l'ont suivi. Donc à la rigueur, c'est la seule concession véritable qu'ils pourraient faire, plutôt que le programme balistique qu'il a vraiment... c'est du domaine purement de leur souveraineté, et c'est extrêmement compliqué de limiter la portée de leurs missiles. Ils ne reviendront pas non plus sur leurs alliances avec leurs proxys et avec leurs alliés et en Irak et au Yémen et au Liban avec le Hezbollah. Donc c'est essentiellement sur le nucléaire qu'ils peuvent céder. Maintenant, j'ai l'impression que les deux camps cherchent à gagner du temps. Vous savez, ce sont les Iraniens qui ont inventé le jeu d'échecs. Ce sont de remarquables joueurs d'échecs. Et à l'heure actuelle, ils se défendent avec une tour, et ils défendent leur roi avec une tour et 2 pions face à l'armada américaine. Ils s'en tirent très bien, mais il arrive un moment où l'armada finit par gagner, notamment avec la reine et le reste des pièces. Stéphane Marchand, avant de vous donner la parole, on va écouter notre correspondant France 24 RFI à Téhéran sur cette intransigeance du régime iranien sur ces questions. Avant de parler également des missiles balistiques, il donne des détails justement sur ce non-accord nucléaire, en tout cas cette ligne rouge par Téhéran. Écoutez Siavosh Ghazi sur place. Il a affirmé que l'Iran ne négociera jamais sur ses missiles, ni aujourd'hui, ni dans le futur. C'est hors de question que l'Iran accepte de parler de la portée de ses missiles et de ses capacités défensives. Et aussi sur le nucléaire, il a envoyé 2 messages. Tout d'abord, il n'est pas question que l'Iran arrête l'enrichissement d'uranium. Nous devons avoir la capacité et le droit de poursuivre notre programme d'enrichissement d'uranium. Et ensuite, en ce qui concerne les stocks d'uranium enrichi, il a affirmé que l'Iran n'enverra pas à l'étranger ces stocks d'uranium enrichi. L'Iran dispose 10 tonnes environ, notamment les 400 kg enrichis à 60%, ce qui, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, permettrait à l'Iran de construire et de fabriquer 10 bombes atomiques si le niveau d'enrichissement est poussé jusqu'à 90%. Donc c'est un message de fermeté qui a été lancé par Abbas Araghchi, justement après le train de sanctions décidé par les États-Unis contre l'Iran. Voilà, message de fermeté de la part de Téhéran sur le nucléaire, également sur la question des missiles balistiques. On le sait, le programme iranien sur ces missiles balistiques est très important et Washington regarde ça de très près. Et bien, une nouvelle fois sur ce deuxième point, c'est le deuxième point de désaccord. Le ministre iranien des Affaires étrangères a été intransigeant là-dessus. Écoutez. Concernant l'autre point que vous avez soulevé au sujet des missiles, il s'agit d'une question purement défensive pour nous. Elle n'est pas négociable, ni maintenant, ni à l'avenir. Et aucune partie étrangère ne peut s'ingérer dans nos affaires intérieures, comme nous l'avons clairement indiqué à maintes reprises. Stéphane Marchand, là aussi, c'est un défi lancé à Donald Trump. On ne parlera pas des missiles balistiques, alors qu'on sait que c'était une demande claire, nette et précise de la part de Washington. Alors effectivement, dans ce genre de négociations,
D'abord, les Iraniens sont passés maîtres dans cet art, plus probablement que les Américains, qui eux sont beaucoup plus forts, bien sûr, donc qui ont moins besoin d'une certaine manière de négocier. La position initiale des Américains était très maximaliste, c'était de dire zéro enrichissement. Ce qui est en fait contraire au droit international, dans la mesure où, comme l'Iran est signataire du traité de non-prolifération, il a parfaitement le droit de faire de l'enrichissement à des fins civiles. Donc, c'est maximaliste, et ensuite, il faut se demander sur quoi est-ce qu'ils vont céder. Sur quoi est-ce qu'ils vont céder? C'est très probablement sur le nucléaire. Je rejoins Vincent Crouzet sur ce point. Parce que sur tous les autres, c'est la souveraineté politique de l'Iran à afficher devant les Iraniens eux-mêmes qui serait en danger. En revanche, négocier sur un pourcentage d'enrichissement de l'uranium, ça sera plus facile à expliquer à la population iranienne que le reste. Donc voilà. Ensuite, tout à l'heure, quand le ministre s'est exprimé, on a eu l'impression qu'il n'y aurait aucune négociation sur rien du tout. Donc c'est évidemment une position qui est à la fois maximaliste et fausse. Il y aura à un moment donné des négociations. Et quand il a décrit ce que serait la riposte iranienne, il a dit « nous ne sommes pas capables de frapper le territoire des États-Unis, nous frapperons donc les bases américaines au Moyen-Orient ». Il n'a pas dit qu'il allait frapper Israël, par exemple, qui aurait été pourtant un réflexe tout à fait naturel, tout à fait attendu. Alors pour autant, il a quand même, on verra dans quelques instants, dévoilé son nouveau missile qui pourrait frapper Israël en 12 minutes. On y reviendra dans quelques instants. Mais d'abord, pour en rester sur les missiles balistiques, Général Dominique Delors, est-ce qu'aujourd'hui, ces missiles balistiques sont au moins aussi importants que le programme nucléaire iranien? Oui, pour moi, ça relève, c'est fait pour tirer sur d'autres pays, et c'est pas uniquement pour la défense du pays. Donc, il y a une possibilité d'attaque avec ce type de missile. Ils l'ont montré en faisant 2 campagnes de tir balistique, plus des drones sur Israël. Donc, ils ont utilisé bien ces vecteurs pour emmener du conventionnel. Mais dans le conventionnel, il n'y a pas que le nucléaire tel des explosions. Il y a aussi un certain nombre de variantes qu'il ne faut pas écarter a priori, notamment de la part des Iraniens. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a d'autres types de charges qu'on peut mettre dans les vecteurs qui sont redoutables, qui relèvent des armes de destruction massive avec des résultats très variables. Mais évidemment, il y a le gaz, on pense évidemment à certaines, disons, les armes sales. Les armes sales, c'est du nucléaire qui à très basse intensité, effectivement. Mais qui est répandu. Il y a des tas de capacités qui peuvent être utilisées sans utiliser. Donc on voit bien que le vecteur, il n'est pas uniquement du classique et du nucléaire tel qu'on le pense généralement, mais il est capable d'emporter des tas d'autres choses. Donc c'est pas une arme défensive, c'est une arme offensive. Alors il peut l'utiliser, lui il peut dire qu'il va riposter, mais s'il tire sur un pays avec ce type d'arme, c'est quand même extrêmement dangereux. C'est pour ça que délier systématiquement les vecteurs des armes nucléaires ne me paraît pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que, d'ailleurs, quand il y a eu les grands dialogues entre les États-Unis et l'URSS, et même au dernier accord SALT, on parlait bien de discussions sur les vecteurs, leur nombre, pouvoir les compter, pouvoir les localiser, pouvoir en voir l'installation. Donc les vecteurs sont importants dans la discussion. Vouloir immédiatement écarter les vecteurs de toute discussion, à mon avis, c'est ne voir qu'une seule partie du problème. Si les Américains s'y prêtent, ce que je ne crois pas, ça me surprendrait quand même. Alors justement, preuve de l'importance de ce programme des balistiques iraniens, c'est le déploiement en grande pompe de la propagande iranienne depuis plusieurs heures de ce nouveau missile. Son nom, je vous le donne si je ne l'écorche pas, le Khorramshahr 4. Il est capable, selon la propagande iranienne, de toucher Israël en 12 minutes. Regardez ses caractéristiques, 2000 km de portée, vitesse jusqu'à 20 000 km/h. Évidemment, à ce niveau-là, on peut parler de missiles hypersoniques. Et vous allez le voir justement à la télévision iranienne. On en fait des caisses évidemment sur son caractère hypersonique. Regardez. Est-ce que le missile Fatah est hypersonique? Oui, il l'est. Notre missile Fatah est high-tech. Et notre Khaybar Shekan est également assez bon. Mais le Zolfaghar est un missile à moyenne portée et appartient à l'ancienne génération de missiles. Bientôt, il sera capable d'atteindre les 20 000 km/h et sa portée sera étendue de 2000 km à plusieurs milliers. Nous augmenterons certainement notre capacité à charge utile actuelle à 4 tonnes. L'ennemi ferait bien d'en prendre note.
Brigitte Hadès, ce genre de séquence à la télévision, évidemment c'est la télévision d'État iranienne, mais ce genre de séquence dans ce contexte de négociation entre Washington et Téhéran, est-ce que ce n'est pas finalement un bras d'honneur à Donald Trump ? C'est un bras d'honneur, mais en même temps, moi je vois que mes leçons de stratégie à Oxford que j'ai fait mais il y a longtemps, mais c'était toujours le problème, c'est de savoir la longue portée, le missile à longue portée, il prend du temps, et donc, même s'il est supersonique, dont on n'est pas certain, on peut l'intercepter. Donc, moi, je pense que ce qu'il risque de faire, c'est vraiment... Et en plus, c'est pas le premier qui va jusqu'à 2000 km. Hein. Il y en avait d'autres, je pense, votre contrôle. Donc, c'est pas comme s'ils avaient un nouveau missile extraordinaire. Donc, c'est plutôt une démonstration de force qui est totalement évidente par rapport à la situation pour faire reculer l'ennemi ou le refaire renoncer à une potentielle attaque. Moi, je pense que s'ils risquent de négocier sur des missiles, peut-être ou peut-être pas, mais en tout cas, ce sera des missiles à longue portée, parce que à courte portée, c'est ceux qui peuvent atteindre l'Arabie Saoudite. C'est ceux qui peuvent atteindre les pays voisins, et c'est ceux-là qui voudront garder, soi-disant pour la défense, mais aussi pour l'offensive. Mais les missiles à longue portée sont beaucoup plus... on est moins sûr qu'ils puissent arriver à moyenne portée. Donc, Stéphane Marchand. Depuis juin 2025, les Iraniens sont absolument certains d'avoir une sorte d'avantage tactique contre Israël sur les missiles. En juin dernier, pour la première fois, ils ont quasiment parvenu à saturer le fameux dôme de fer israélien défensif. Parce que les Israéliens n'avaient plus assez d'intercepteurs pour arrêter les missiles iraniens. Et plusieurs fois, les missiles iraniens ont tapé très fort sur des cibles, visées avec précision et atteintes avec le maximum d'intensité. Donc eux sont sur cette trajectoire-là et ils vont probablement, c'est tout à fait logique, insister dans la défense, sur le côté balistique de leur appareil de défense, d'autant plus qu'on lit très fréquemment que c'est un des pays qui a le système balistique le plus sophistiqué et le plus diversifié au monde, l'Iran. Alors que sur pratiquement tout le reste, sur toutes les caractéristiques militaires, c'est un pays très, très, très endommagé par les sanctions. Par exemple, je crois que son armée de l'air est complètement insignifiante, par exemple. Et sa marine, on se pose la question notamment parce qu'on ne l'a pas vu venir la semaine dernière, notamment lors de cet exercice militaire. Juste la troisième, je voulais venir avec vous très rapidement avant la pause, sur ce troisième point de désaccord. On a parlé du nucléaire, on a parlé des missiles balistiques, il y avait également la question des proxys, des alliés de l'Iran dans la région. Sur ce point, il n'y a pas vraiment eu de déclaration claire et nette de la part de l'Iran, mais il y a quand même eu ces images de cette milice irakienne qui a exhibé ces dernières heures, cette nuit, ses armes, son armement, évidemment, son armement qui est souvent soutenu, souvent financé par l'Iran. Vincent Crouzet, est-ce qu'aujourd'hui, le fait que l'Iran ne communique pas sur ce point, sur la question des proxys, ça nous prouve que finalement ces alliés, c'est un petit peu l'assurance vie également de l'Iran dans la région? Je ne pense pas, Quentin. D'abord parce que le Hezbollah est très affaibli. Et il est rentré dans sa coquille au Liban. La deuxième chose, c'est que les Houthis ont passé un espèce d'accord ou gentleman agreement avec les Américains. Ils ne peuvent pas trop entrer en action. On se souvient qu'ils avaient fait pourtant très mal, puisque c'était eux qui avaient, avec des drones, certainement aidés notamment par les services iraniens, ils avaient détruit 2 raffineries importantes saoudiennes il y a quelques années. Et concernant les Irakiens, la question est beaucoup plus complexe. On sait qu'il y a une partie des milices chiites irakiennes qui sont pro-iraniennes et qui sont d'ailleurs intervenues pour épauler les services de sécurité au moment de la répression des protestations d'il y a quelques semaines. Mais d'un autre côté, le grand ayatollah Ali Sistani, chiite en Irak, est tout de même un concurrent féroce d'Ali Khamenei. Donc il n'est pas du tout certain que du côté irakien, du côté chiite irakien, on ne voit pas d'un mauvais œil en fait la chute du régime à Téhéran. Général Dominique Delors, Vincent Crouzet a raison lorsqu'il dit qu'aujourd'hui les proxys sont trop affaiblis pour que ça en devienne vraiment un sujet de négociation entre Washington et Téhéran. Bon là, déjà, on peut dire quand même qu'il y a eu des points marqués par les Israéliens principalement, parce que le Hamas et le Hezbollah, c'est quand même eux qui l'ont fait. Les Houthis, effectivement, ils ont été traités par les Américains et les Britanniques. Nous avons défendu le corridor, évidemment le détroit, le Bab el-Mandeb, et puis la montée dans la mer Rouge. Mais donc, ils sont affaiblis. Alors, pour ce qui est des Irakiens, des milices irakiennes, c'est très intéressant, effectivement, les rivalités internes du monde chiite, qui sont toujours
sont très difficiles à déchiffrer. Mais enfin, généralement, il y avait toujours quand même une prédominance iranienne depuis des dizaines d'années. Donc là, c'est simplement parce qu'il y a un affaiblissement quand même de l'Iran. Alors, cet affaiblissement, il est quand même... il ne se traduit pas dans l'attitude, puisqu'on voit bien que les autorités iraniennes restent finalement très arrogantes. Hein. Et alors qu'ils viennent de massacrer peut-être 30 000 de leurs concitoyens à la mitrailleuse, ils défient, alors ça, le défi, ils ont l'habitude, ils défient l'Américain, s'attendant à être globalement, une fois de plus, soutenu par la rue arabe, mais la rue arabe n'est jamais venue en soutien de l'Iran. Hein. Donc, si les Arabes peuvent tomber, voient que le vent tourne en faveur des Américains, ils participeront à l'Ali s'il y a l'Ali. On verra ça évidemment. Restez avec nous après la pause. On reviendra justement sur ce jusqu'au-boutisme iranien. On se posera la question, est-ce que ce jusqu'au-boutisme ne va pas amener la guerre, la frappe américaine que beaucoup craignent? Restez avec nous sur LCI. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. On continue de parler de l'Iran qui va même donc jusqu'à menacer les Américains. On est dans un contexte de négociation, on l'a dit depuis 24 heures maintenant, avec 3 points de désaccord. On les a rappelés dans le grand dossier, le nucléaire, les missiles balistiques et les proxys. Et en parallèle de cette conciliation dans les déclarations, il y a les menaces de Téhéran et probablement même un avertissement lancé à Washington. Écoutez de nouveau le ministre iranien des Affaires étrangères. La possibilité d'une guerre est toujours présente et nous y sommes préparés. Cette préparation vise à trouver des solutions qui permettent d'éviter la guerre. J'ai dit hier aux négociateurs américains, vous avez 2 options avec nous, la guerre et la diplomatie. Notre option est la diplomatie. Mais nous sommes encore mieux préparés qu'auparavant pour les deux et nous espérons que les États-Unis choisiront la diplomatie. Si les États-Unis lancent une attaque contre nous, nous n'avons pas la capacité d'attaquer leur territoire. Nous attaquerons donc les bases américaines dans la région. Cela entraînera toute la région dans la guerre. Nous n'attaquerons pas les pays voisins, mais plutôt les bases américaines. Il y a une différence significative entre les deux. Je vous voyais réagir, Brigitte Hadès. Comment comprendre ces 2 discours à la fois du ministre iranien des Affaires étrangères, à la fois oui, les négociations sont bonnes, on est prêt à discuter, mais de l'autre, tout de suite, le bâton, on est prêt à frapper si Washington le fait en premier. C'est une intimidation qui est légitime, mais un peu absurde, parce que, évidemment, c'est vraiment David et Goliath. Simplement, quand il dit s'il attaque les bases américaines, il ne va pas attaquer leur région, les pays, c'est vrai, c'est vraiment un peu faux, mais en même temps, il dit qu'il va enflammer la région, il va faire une guerre régionale. Et donc, c'est vraiment, il nous prend pour des idiots, parce que c'est l'un ou l'autre. Donc, il nous dit les deux à la fois. En fait, il appuie sur le bouton qui fait mal, parce que le bouton qui fait mal pour les Américains, c'est quand même, surtout pour Trump, c'est d'attaquer son allié, l'Arabie Saoudite, parce qu'en même temps, il a des intérêts gigantesques sur le plan personnel, à travers son gendre, je pense, mais en tout cas tout son entourage, qui est quand même, il y a quand même une certaine corruption. Et donc, il y a tout ce lien des affaires qu'ils font avec les Saoudiens qui rentre en jeu, parce que Trump n'est pas complètement... comment dire, je ne veux pas non plus l'insulter, mais enfin quand même, il est très corrompu. Donc il y a un vrai double langage, et ils savent très bien que c'est là qui le bas blesse. D'ailleurs, c'est pour ça que les Saoudiens, d'ailleurs, n'ont pas voulu, parce que la dernière chose très importante, c'est que les Saoudiens ne voudraient pas que le régime iranien tombe. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que l'Iran devienne la grande puissance régionale qu'il devrait devenir si tout d'un coup il y a un régime démocratique ou pseudo-démocratique qui se met en place petit à petit, une transition démocratique qui va rendre à l'Iran sa place légitime comme grande puissance régionale. Pour le moment, c'est l'Arabie Saoudite qui l'occupe. Et donc, ils n'ont pas intérêt. Aucun des pays n'a intérêt à voir l'Iran tomber. Stéphane Marchand. Il y a une question qui nous intéresse, c'est de savoir si l'Iran est prêt à faire militairement plus qu'il n'a déjà fait. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois qu'il s'est attaqué à des bases américaines dans la région, ça n'a pas déclenché de grandes crises régionales. D'autant plus qu'ils ont pris d'extrêmes précautions jusqu'à aller avertir exactement à quelle heure ils allaient frapper et où. Donc est-ce que, dans ce que disait à l'instant le ministre, il y avait cette menace, c'est-à-dire que cette fois-ci, nous allons nous lâcher beaucoup plus que la dernière fois ? Bon, on ne le sait pas.
Et la seule fois où ils ont effectivement frappé un pays en tant que pays et pas en tant que base américaine, c'est Israël, parce que là, on sait vraiment pourquoi. Puis en plus, ils étaient attaqués par Israël, donc il y avait une sorte de légitimité à le faire. Parce que dans le passé, les Iraniens ont quand même été relativement prudents, multipliant les déclarations incendiaires et procédant ensuite à des actes extrêmement calibrés et prudents. Comment analyser, Vincent Crouzet, ces déclarations du ministre iranien qui quand même remet un petit peu de l'huile sur le feu 24 heures après ces négociations? Il joue la carotte et le bâton. Dans un premier temps, il se félicite de la réouverture des négociations et de la main tendue, puisqu'il parle de la main tendue, ce qui est déjà un point important. Et de l'autre côté, il agite le bâton. Maintenant, c'est un bâton un petit peu, comment dire, c'est tout de même une partie de poker avec énormément de bluff. Parce que pendant la guerre des 12 jours de juin dernier, effectivement, les Iraniens ont fait mal à Israël avec 28 morts et tout de même des missiles qui ont touché Israël. Et comme le disait Dominique tout à l'heure, il est probable ou possible qu'ils agitaient la menace d'utilisation d'armes sales, bactériologiques ou chimiques. C'est possible que ça ait été susurré aux Américains et aux Israéliens en guise de menace, sachant qu'ils n'ont plus grand-chose à perdre. Ça, c'est tout à fait possible. Maintenant, on est quand même dans une partie de poker où d'un côté, on a un carré d'as et puis de l'autre, une paire de 2, si j'ose dire. Donc, c'est un peu compliqué pour les Iraniens de tenir très longtemps ce discours-là. Ils n'ont pas trop intérêt non plus à utiliser la menace. On se souvient, dans les heures qui ont précédé l'opération au Venezuela, l'espèce de bravade de Maduro, avec une vidéo où on le voyait danser en disant « venez me chercher » à Trump, et qu'il a dû sévèrement regretter quelques jours plus tard. Alors justement, vous évoquez l'armada américaine de l'autre côté, évidemment. Vous parlez de David et Goliath, pour reprendre votre expression, Brigitte Hadès. Le CENTCOM qui a publié, alors rappelle, le CENTCOM, c'est la base militaire d'Al-Udeid, si je ne me trompe pas. Elle est basée en tout cas dans cette base militaire au Qatar. C'est le grand centre opérationnel américain dans la région. Et le CENTCOM qui publie ces images. Les voici. Vous le reconnaissez peut-être, c'est le porte-avions USS Abraham Lincoln qu'on connaît bien maintenant, qui a été renforcé par 2 avions. Et Donald Trump, avant de retrouver notre reporter aux Émirats Arabes Unis, Matteo Saravino, écoutons d'abord Donald Trump qui confirme que son armada a été renforcée ces dernières heures. Nous verrons en quoi consiste l'accord, mais il sera différent de celui de la dernière fois. Nous disposons d'une importante armada, d'une grande flotte qui se dirige dans cette direction. Elle sera là très bientôt. Nous verrons donc comment cela se passe. Matteo Saravino, vous êtes notre envoyé spécial LCI sur place aux Émirats Arabes Unis. Vous êtes à quelques kilomètres du détroit d'Ormuz, tout près de là où ce porte-avions américain a été déployé et qui se rapproche des eaux iraniennes. D'abord sur ces renforts, que sait-on de ces renforts américains pour ce porte-avions américain ? Alors vous en avez parlé de ces 2 avions de transport militaire qui ont donc rejoint les nombreux destroyers présents dans la région, les avions furtifs américains, les hélicoptères de combat. Vous l'avez entendu juste avant, Donald Trump parle d'une 2e flotte qui serait en chemin. On n'arrive pas trop à déterminer de quelle flotte il parle, puisque là, la semaine dernière, on avait mentionné le porte-avions Theodore Roosevelt qui avait quitté San Diego, mais il n'est toujours pas arrivé dans la région à notre connaissance. Donc ça, c'est un dossier évidemment à suivre. Et évidemment, vous l'avez dit, il y a Abraham Lincoln, le porte-avions désormais qu'on connaît très bien, qui est toujours présent dans la région. Selon nos informations, il a quitté la mer d'Arabie pour remonter le golfe d'Oman qui est juste à côté de nous, avant de se rapprocher des côtes iraniennes. Ça, c'est un responsable américain qui l'affirme. Ces côtes iraniennes qui seraient désormais à portée de tir de missiles des Américains. Voilà donc la menace d'une frappe qui est ressurgie. Elle n'est jamais vraiment partie, pour être honnête. Mais cette frappe, elle arrangerait qui au fond ? Pas grand monde dans la région, ni le Qatar, qui, vous l'avez mentionné, craint des représailles comme en 2025 sur la base d'Al-Udeid, près de sa capitale, ou encore les Émirats Arabes Unis, qui ne veulent absolument pas qu'une frappe soit tirée de leur territoire, puisque ça provoquerait évidemment une guerre aux conséquences imprévisibles. C'est pour ça que ces pays et de nombreux pays arabes et la Turquie ont insisté pour que Américains et Iraniens se rencontrent à Oman, sans succès pour l'instant. On sait juste que les discussions vont continuer probablement en début de semaine dernière, mais il faut bien le dire, le chemin semble encore long. Merci beaucoup Matteo Saravino, merci également à Bodan Boubka en direct des Émirats Arabes Unis. Général Dominique Delors, quand on voit ce déploiement, avant d'aller voir dans quelques instants le niveau de l'armada où se situent les différents navires,
quand même ces renforts à l'US Abraham Lincoln? Est-ce que finalement ce jusqu'au boutisme iranien ne va pas finir par déclencher la frappe américaine? Oui, si vous voulez, c'est augmenter la mise des Américains devant une impasse diplomatique qui n'est pas encore aboutie, mais ça pourrait être le cas, c'est vraisemblablement le cas d'ailleurs, vu le jusqu'au boutisme iranien. Et donc, pour ça, il faut augmenter encore la pression sur les Iraniens. Donc l'envoi d'un deuxième groupe aéronaval du temps qu'ils viennent de San Diego, il faut compter à peu près 2 petites semaines, quoi. Hein. Donc 2 petites semaines, c'est largement le temps de discuter encore la semaine prochaine et voir où on en est dans 8 jours, si les Iraniens sont vraiment décidés à lâcher quelque chose ou s'ils veulent rien comprendre. Il faut bien voir que les Iraniens, après avoir tiré sur leur opposition intérieure à coups de mitrailleuse, se sentent finalement assez libres. Puisqu'ils ont maté l'opposition, ils se retrouvent devant un seul adversaire principal, l'Américain, relativement isolé dans le secteur, puisque le monde arabe n'est pas favorable à une action militaire qui risque de déstabiliser tout le secteur. Et donc ça amène forcément l'Américain à augmenter la dose en envoyant des renforts, d'abord pour protéger évidemment les bases dans le monde arabe, une protection générale du monde arabe, mais aussi ses capacités de frappe, coordonnées ou pas avec les Israéliens. Donc les plans de guerre continuent, hein, ils sont adaptés en fonction des options politiques et puis ils sont adaptés aussi en fonction de la capacité à ramasser des capacités militaires dans le secteur. Là, on va assister sans doute à une augmentation assez régulière du flux américain. Ça a quand même rien à voir avec les autres guerres du Golfe, où là, on avait vu non seulement les avions gros porteurs franchir l'Atlantique, mais on avait vu des bâtiments, des cargos rapides qui transportaient des forces de l'US Army. Là, il n'en est pas question. On reste bien dans une affaire Air Force, c'est-à-dire de puissance aérienne, appuyée sur des groupes aéronavals ou appuyée sur des bases, mais disons, on ne prévoit pas, à part des actions commando, on ne prépare pas d'actions lourdes. Ça, aussi, les Iraniens le savent. C'est aussi un des éléments dans leur réflexion, c'est l'incapacité des Américains à débarquer. Et en tout cas, que les Américains ne débarqueront pas, à part quelques actions éventuelles commando. Ça, c'est assez important, c'est ce qui les amène à être extrêmement raides dans la discussion. C'est pour ça que je crains que la température monte, c'est un peu la saison, la température monte et la Ramsine va finir par souffler à un moment ou à un autre. Alors avant que la température ne redescende, effectivement, vous le dites, elle monte. Et pour comprendre cette augmentation du flux américain, on va comprendre où se situe cette armada sur la carte. Pour bien comprendre, notre journaliste Thomas Schnell, vous nous avez rejoint. Rebonsoir Thomas. Alors d'abord, vous allez nous détailler où sont positionnés précisément les navires américains, cette armada américaine dans la région. Eh bien, regardez nos cartes. C'est ce que nous expliquait Matteo à l'instant. Depuis quelques jours, nous avions le porte-avions Lincoln, c'est 333 mètres, c'est plus de 3000 soldats avec l'ensemble de son groupe aéronaval, les bateaux qui sont chargés de sa protection. Ils grenouillaient dans la mer d'Oman. Ils étaient protégés par la chaîne de montagnes là, qui borde les côtes des éventuelles attaques venant de l'Iran. Il y a à peu près 700 mètres entre ces deux distances. Il y a eu un incident, un drone Shahed 129 a été abattu ces derniers jours. C'est un drone de reconnaissance qui tournait pendant plusieurs heures autour de l'USS Lincoln. Il a été abattu par un F-35 qui était sur le porte-avions. Un deuxième incident a eu lieu cette fois. Ça s'est passé davantage proche du détroit d'Ormuz. C'est bien sûr le point névralgique. On parle d'une bande de 40 km qui se situe à la pointe d'Oman en face de l'Iran. Et c'est bien évidemment ce petit coude crucial qu'il faut franchir pour les pétroliers qui vont remplir leur soute. Et donc, ils doivent passer par le golfe d'Oman avant d'atteindre le golfe Persique. Et là, il y a des anciens porte-conteneurs, des porte-conteneurs iraniens qui ont été transformés en porte-drones, porte-navettes qui, armés de mitraillettes, armés parfois également d'autres armes balistiques, peuvent intercepter ou en tout cas harceler les navires civils, les navires commerciaux qui viennent s'approvisionner en pétrole. Et donc les Iraniens, qui n'ont évidemment pas de porte-avions, maintiennent, vous les voyez de ce côté-là, ces différents bateaux pour harceler les navires civils. Et l'Iran qui menace également un autre site stratégique pour l'Iran, c'est la base américaine de Diego Garça
en plein centre de l'océan Indien. Oui, alors là, effectivement, il faut prendre un petit peu de recul sur notre carte et vous voyez qu'on se trouve quelque part entre la Tanzanie, l'Indonésie et c'est un point crucial, c'est un immense archipel des Chagos. Dans cet archipel se trouve une base américaine, celle de Diego Garcia. C'est au milieu d'atoll et d'autres, d'une cinquantaine d'îles à peu près, qui sont aujourd'hui administrées par le Royaume-Uni, revendiquées par l'île Maurice, aux grandes dames de Donald Trump, puisque c'est là que se trouve une base cruciale américaine, une base qui depuis la révolution iranienne de 1979 a été agrandie pour pouvoir justement accueillir des bombardiers, pour pouvoir accueillir des navires de guerre, et c'est surtout un point crucial pour surveiller les différentes routes commerciales. On est à égale distance de plusieurs points stratégiques, on est à peu près à donc 3300 km d'Oman, on est à 2000 km de l'Inde, à 3200 km de l'Indonésie, 2300 km de Madagascar, 2700 km de la Somalie. Voilà, c'est comme l'île de Malte au milieu de la Méditerranée, ça permet de contrôler tout cet espace-là. L'Iran assure avoir l'arsenal pour frapper cette base militaire, même si c'est séparé de 5000 km. C'est en tout cas l'un des points aujourd'hui crucial de la stratégie américaine, puisque c'est de là qu'ils ont pu frapper ces dernières années lors des différents conflits du Golfe, en Irak notamment, mais également en Afghanistan. C'est d'ici qu'étaient parties les différentes opérations militaires américaines. Merci beaucoup Thomas Schnell pour ce point complet et ces cartes toujours très intéressant de voir où sont positionnés ces navires. Brigitte Hadès, quand vous voyez un petit peu ce qui se passe, quand vous voyez cette température monter, pour reprendre l'expression du général il y a quelques instants, est-ce que pour vous l'hypothèse d'une frappe américaine ne se fait plus que jamais sérieuse dans l'esprit de Donald Trump ? Écoutez, c'est vraiment une option qu'il garde, même si ça ne sera pas décisif pour le régime, ça sera un affaiblissement. Et de toute façon, je pense qu'ils ont conclu que ce serait le régime changement de régime n'aura lieu vraiment ne serait efficace que si c'était de l'intérieur. Donc, s'il y a peut-être un peu une reprise des manifestations, en tout cas, ce qui est très important, c'est d'envisager que ce serait un affaiblissement. Donc, je pense vraiment, sincèrement, qu'ils sont... cette base, par exemple, est fondamentale pour le ravitaillement. Parce que cette guerre ne sera peut-être pas aussi courte qu'on ne le pense. Donc, il y a tout ça, c'est toute cette base de Diego Garcia. C'est là qu'il y aura les fameux avions qui viennent d'arriver, là, les bombardiers qui peuvent se poser sur le porte-avions aussi. Mais ils sont aussi très importants. Ils sont là. Et il est fondamental que... c'est pour les ravitaillements de nourriture, de tout ça. La guerre, c'est ça aussi. Donc... je pense qu'on voit, mais je pense qu'il n'a pas besoin de tout ça non plus, quelque part. C'est un peu comme si Goliath s'était réveillé et il envoyait tellement de choses qui ne sont peut-être pas indispensables. Mais peut-être pour ce que se dit que comme ça va rassurer les autres alliés, même s'ils sont frileux pour l'instant, les Saoudiens, les Omanais, mais ça les rassurerait sur la capacité de l'Amérique de les protéger en cas de guerre. Stéphane Marchand, rapidement. Alors, facialement, évidemment, on a un pays ravagé par les sanctions, affaibli, tendu, face à la seule superpuissance militaire de la planète. Mais en réalité, le rapport de force n'est pas tout à fait celui-là. Parce que politiquement, Donald Trump ne peut pas prendre trop de temps. La spécialité des Iraniens, c'est les négociations qui prennent beaucoup de temps et qui finissent par absorber les négociateurs, à les endormir. Donc là, mais Donald Trump ne peut pas se permettre ça. Il a des élections en novembre qui ne se présentent pas bien, ce sont les élections de mi-mandat, et son parti, les Républicains, pourraient perdre la majorité, ce qui pour lui, c'est quand même très embêtant. Et surtout, il est obsédé par quelque chose, ne pas être comparé à Barack Obama. Et la dernière fois qu'il y a eu un accord sur le nucléaire avec les Iraniens, c'était sous la présidence d'Obama, accord que Trump a immédiatement dénoncé quand il a été élu à la présidence. Donc il veut absolument piloter les négociations de manière à ce qu'apparaisse le fait que lui a été beaucoup plus efficace et qu'il a réussi à enfoncer les Iraniens. Mais il a face à lui des gens qui sont très forts et qui vont pouvoir couper les cheveux en quatre pendant des semaines de manière à le mettre dans la situation qu'il redoute. Parce qu'en plus, il veut être un faiseur de paix. Il est aussi obsédé, deuxième obsession de Donald Trump, avoir le prix Nobel de la paix. Donc il faut que ça se termine par un accord. Si ça se termine par une nouvelle frappe inefficace, en tout cas dont l'efficacité n'est pas garantie et prouvée contre des installations nucléaires iraniennes, franchement, le sentiment, y compris dans sa base politique, sera que c'est un échec. Vincent Crouzet, quand on écoute Stéphane Marchand, on se dit que les frappes américaines sont quasiment inévitables.
peut-être inévitables, mais elles ne peuvent être efficaces que si elles sont couplées déjà avec un travail de sabotage et d'action au sol, de la part notamment des Israéliens, parce que ce ne sont pas les Américains qui feront ce boulot-là. Ensuite, ça ne peut réussir vraiment et avoir d'efficacité que si le mouvement de protestation reprend et de manière massive. Il y a énormément d'Iraniens qui regrettent que les opérations américaines n'aient pas commencé, n'aient pas eu lieu au moment où il y avait des centaines de milliers d'Iraniens dans la rue qui étaient à même, là, vraiment de renverser physiquement le régime. Et puis la troisième chose qui peut effectivement être efficace, c'est une fracturation au sein du régime de la République islamique, avec des manipulations de services de renseignement américains ou israéliens, qui permettraient soit à l'armée régulière de s'en prendre aux GRI qui, eux, n'ont plus rien à perdre, aussi bien sur le plan de leur pouvoir militaire, politique et financier, ou bien même au sein du clergé, entre bas clergé et haut clergé. Vous savez, un petit peu, en Iran, c'est un petit peu comme les cardinaux de l'Église catholique avec les curés de campagne, c'est un peu la même chose. Des ayatollahs qui s'en mettent plein les poches à la tête de fondations qui tiennent l'économie du pays et un bas clergé qui crève de faim. Donc là aussi, il peut y avoir une fracture importante, mais sans ces trois éléments, donc frappe massive, très dure et très violente, reprise du mouvement de protestation et fracture au sein du régime, ce sera très compliqué de parvenir vraiment à un résultat efficace. Très intéressant lorsque vous évoquez la fracture du régime de l'intérieur. Et on en vient justement à notre troisième partie, la transition est tout trouvée, puisque un reportage, en tout cas un sujet très intéressant d'Emmanuel Razavi, vous savez, Emmanuel Razavi, vous le connaissez, il vient souvent sur LCI, il a écrit un reportage parfait dans le Figaro Magazine pour montrer l'infiltration des Occidentaux, des Américains, des Israéliens, voire même des Français au cœur même du régime iranien. Pour en parler, nous sommes avec Raphaël Jérusalemi. Bonsoir, vous êtes ancien officier du renseignement militaire. Vous intervenez d'ailleurs dans le papier d'Emmanuel Razavi dans le Figaro Magazine. Première question, elle est très simple. À quel point aujourd'hui les Occidentaux ont infiltré le régime des Mollahs ? Énormément, quantitativement et qualitativement. Il y a une véritable armée en Iran d'Iraniens recrutés par le Mossad et la CIA qui sont prêts à opérer sur différents théâtres d'opération et à différents niveaux de repérage, d'indication, d'emplacement de rampes de lancement de missiles, etc. Et sur le plan qualitatif, on monte très haut dans la hiérarchie des gardiens de la Révolution, de l'armée régulière et même du régime des Mollahs, avec des complicités qui seront activées le temps voulu, surtout en ce qui concerne de hauts généraux de l'armée régulière iranienne. Dans les trois cas de figure dont vient de parler Vincent Crouzet, de la frappe militaire, de la déstabilisation du régime et du soulèvement populaire, il est indispensable d'activer ces jasants sur le terrain, qu'ils aident la frappe militaire américaine, peut-être aussi israélienne, en indiquant les cibles et en faisant une vérification visuelle au sol de si les cibles sont touchées ou non, en fomentant de nouveau le soulèvement populaire qui ne demande qu'à recommencer s'il y a une offensive militaire sur le régime des Mollahs, et bien sûr en continuant le travail d'espionnage qui va permettre de trouver des candidats pour assurer au moins une période de transition si on réussit à neutraliser ou éliminer la dictature des ayatollahs. Très intéressant, Raphaël Jérusalemi. Quand vous évoquez une infiltration à très haut degré au sein du régime des Mollahs, est-ce qu'il faut le comprendre qu'au sein du cercle très proche du guide suprême Ali Khamenei, il y a des infiltrés occidentaux ? Non, pas des infiltrés occidentaux. Il y a, Khamenei se méfie de plus en plus, il a de moins en moins de personnes d'ailleurs autour de lui, et il est en pleine paranoïa. Il y a eu déjà plusieurs chasses aux sorcières qui nous ont d'ailleurs arrangé, qu'on a provoqué avec des fausses alertes ou en désignant des soi-disant agents doubles. Mais non, il s'agit d'Iraniens et d'Iraniens haut placés. Dans toutes les dictatures, mais même dans les régimes démocratiques, mais surtout dans les dictatures, il y a des comptes à régler, il y a des rancunes qui peuvent être exploitées, il y a des adversités internes, des rivalités qui peuvent être exploitées, et justement, en Iran et dans ce régime actuel, elles ne manquent pas.
elles peuvent être de sources théologiques même, vraiment des différences d'opinion religieuse, elles peuvent être des comptes à régler sur le plan des promotions, des budgets. L'armée régulière iranienne se sent frustrée par rapport à la richesse relative des gardiens de la Révolution, etc., etc. Dernière question, Raphaël Jérusalemi. Est-ce qu'aujourd'hui, ce réseau d'infiltration est essentiel pour aider en quelque sorte, ou en tout cas éventuellement penser à une frappe américaine dans les prochaines semaines sur l'Iran? Il est aussi indispensable qu'il l'a été durant la guerre des 12 jours en juin dernier, où sur le terrain, il y avait déjà des agents qui étaient capables de diriger l'offensive aérienne israélienne en leur indiquant exactement l'emplacement des cibles, le déploiement, confirmant en fin de compte tout ce qui est technologique par satellite, par sensor, par caméra. On a absolument besoin de l'intelligence humaine. Elle demeure indispensable aujourd'hui dans tout conflit, mais spécialement en Iran, où on jouit de cette complicité locale très importante des diverses oppositions iraniennes. Je rappelle pour terminer qu'il y a une diaspora iranienne de 4 millions de personnes. En Israël, il y a 135 000 juifs iraniens qui parlent parfaitement le perse et qui connaissent absolument la culture persane. Et donc, on ne manque pas de recrues pour ce travail. Toujours très intéressant d'entendre ces détails de Raphaël Jérusalemi. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été en direct dans le grand dossier. Si vous pouvez rester avec nous dans la suite, restez avec nous, ce sera avec grand plaisir. On revient juste après la pause pour évoquer justement ces failles du régime iranien et à quel point il est infiltré. Restez avec nous. Dernière partie de votre grand dossier consacré toujours à l'Iran qui lance le défi à Donald Trump alors même que le régime apparaît, on vous en parlait il y a quelques instants, de plus en plus infiltré par les renseignements occidentaux, renseignements israéliens, renseignements américains, mais aussi notamment les Français. Papier extrêmement intéressant, je vous le dis, notre confrère Emmanuel Razavi, franco-iranien dans Le Figaro Magazine, pour nous montrer à quel point ce régime des mollahs est infiltré. Quelques citations, quelques bonnes feuilles de ce papier, si je peux dire, de ce Figaro Magazine. D'abord, notamment sur le niveau d'infiltration, selon Emmanuel Razavi, vous allez le voir. D'abord, tout le régime est infiltré au plus haut niveau. Je ne sais pas si on va pouvoir avoir cette première déclaration d'Emmanuel Razavi. Voilà, des espions occidentaux et israéliens opèrent au plus haut niveau de l'État iranien. Et il donne des détails notamment sur le niveau de recrutement. Comment faire pour recruter une source au sein du régime? Regardez, un agent présentateur étudie d'abord le profil d'un candidat potentiel. Il passe ensuite le relais à un recruteur. Enfin, dès que la fiabilité de la cible a été validée, un troisième agent a pour mission de l'activer. Vincent Crouzet, vous êtes l'espion autour de cette table. Quand on voit ce type de processus, pour vous, c'est très concret et aujourd'hui, ça prouve aussi une des failles du régime iranien. Ouais, c'est très concret, mais c'est plus compliqué que ça. D'abord, le recrutement ne se fait jamais ou très rarement en Iran. Il se fait à l'occasion du déplacement de personnalités ou d'officiers supérieurs du régime à l'étranger. Il va se faire dans des zones périphériques ou dans des pays proches du Golfe, notamment à Dubaï, où les Iraniens sont très présents. Pour mener et conduire leurs affaires, notamment les gardiens de la révolution islamique. Ensuite, il faut bien se rendre compte quand même de la férocité du contre-espionnage iranien, notamment ce qu'on appelle le Vajja, donc qui est l'héritier de la SAVAK. Avec un service de contre-espionnage extrêmement actif, le service de contre-espionnage du service de renseignement des gardiens de la révolution islamique, et puis ensuite il y a des structures qui sont quasi intouchables, comme l'unité de protection des GRI, qui s'appelle Ansar al-Mahdi, qui compte à peu près 16 à 20 000 gardiens de la Révolution qui s'occupent de la protection des hauts dignitaires du régime. Et au sein de cette structure, il y a une structure dédiée au guide suprême et à sa famille, à son fils notamment, Mostafa, qui s'appelle Vali et Amer, où là vraiment on a affaire à des gens extrêmement proches du guide et qui ne sont pas corruptibles. Après, qui ne sont pas corruptibles, personne n'est incorruptible. À un prix d'eux, on trouvera toujours des traîtres, d'éventuels traîtres. D'ailleurs, le responsable de cette structure a été désigné comme éventuellement un complice des Israéliens en 2022 et a disparu de la circulation, le général Tayeb. Général Dominique Delors, est-ce que ce sont les espions qui feront peut-être un jour tomber le régime des mollahs ?
Alors, on a dit ça dans beaucoup de conflits. L'Orchestre Rouge, bien connu aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui travaillait au profit des Soviétiques en Allemagne, a eu d'efficacité. Mais c'est pas avec ça, quand même, qu'on change les régimes. Donc, on parle beaucoup des espions. J'espère qu'il y en a autant qu'on le dit. J'espère qu'ils sont aussi au niveau. Enfin, il ne faut pas rêver. C'est pas ça qui va changer. Ça va être une aide considérable pour les opérations, qu'elles soient souterraines ou des opérations militaires classiques qui seraient menées contre l'Iran, mais c'est pas ça qui va changer tout. Donc il faut pas rêver. Et je suis pas sûr d'ailleurs que dire en permanence que l'État est infiltré soit une si bonne chose. Pourquoi ? Parce que évidemment les patrons iraniens vont renforcer leur protection, et que la fameuse bleuite qu'on a utilisée nous en Algérie pour lutter contre le FLN, et qui avait remarquablement marché, mais les gens ont appris. C'est-à-dire qu'on sait que la délation ou les simples rumeurs qui amènent à la destruction de ses propres cellules, il faut s'en méfier. Donc je ne suis pas sûr que ça soit une si bonne idée que pour certains grands responsables de l'opposition, de dire que le régime est infiltré. J'espère qu'il est infiltré, mais pour la bonne usage des services de renseignement, il ne faut pas trop le claironner quand même. Brigitte, je crois que vous partagez l'opinion de... Oui, c'est ce que j'ai dit, parce que je l'ai lu ce matin, ce papier, j'ai trouvé que c'était très très intéressant, mais effectivement, bien sûr, je n'avais pas le niveau de Vincent pour voir vraiment où étaient les choses, mais j'ai trouvé que c'était exagéré, surtout de décrire, par exemple, la personne qui n'était pas là pendant l'attaque en juin, justement, du quartier général, et donc on le voit là maintenant, qui a été torturé, etc. Mais d'un autre côté, moi je pense sincèrement que c'est pas effectivement comme ça que le régime va tomber. Le régime va tomber parce que l'armée, il faut espérer en tout cas, que l'armée, qui n'a pas été responsable des répressions, va se retourner parce que finalement, ils ne trouvent pas leur compte et ils vont bien voir que le régime, petit à petit, ne peut pas tenir. Donc ils vont avoir la dragée haute et sortir en sauveur en quelque sorte parce qu'ils ont vu les répressions se commettre, et il y a sûrement des cousins, des gens qui ont subi ça pour eux. C'est quand même des choses. Alors il y a eu beaucoup de proxys, des Palestiniens, des gens des Irakiens, des gens qui sont venus tuer les Iraniens, mais il y a aussi des Iraniens et les Pasdars aussi. Parmi les Pasdars, il y a aussi des jeunes Pasdars qui sont vraiment affamés et qui n'ont rien aussi. Donc tout ça fait que, à mon avis, c'est comme ça que ça va être. Alors évidemment, le fait qu'ils soient activés par les Pasdars, par les Mossad, ou en tout cas qu'on leur dise qu'après ils auront des postes, ils auront des choses pour les aider à prendre la bonne décision. Il y a une dimension propagande israélienne dans tout ça quand même. Oui. Parce que ça fait 50 ans que les Israéliens infiltrent l'Iran, et l'Iran n'a cessé sur longue période de se renforcer. Il y a encore 6 mois, on disait qu'ils étaient à quelques mois d'avoir une bombe nucléaire. Et aujourd'hui, c'est une des plus grandes, on le disait tout à l'heure, puissances balistiques de la région. Donc, attention à ne pas se laisser emporter. Et je crois que le contre-espionnage iranien est aussi très efficace, et que les purges qui, à ma connaissance, ont eu lieu après l'opération de juin 2025, ont été meurtrières, elles aussi. Oui, et puis il faut se méfier de déclarations qui peuvent mettre en porte-à-faux des agents sur place dans un contexte vraiment très très explosif, très exposé. Ce sont des gens qui doivent travailler dans la plus totale confidentialité et commencer déjà à montrer un petit peu les recettes et de recrutement et de etc. À ce moment-là, je trouve que c'est un petit peu périlleux. Mais bon, après. Mais moi aussi, j'ai pensé la même chose en le lisant. J'étais dérangée. C'est la vérité. J'ai interviewé des espions soviétiques quand j'étais plus jeune, etc. J'ai vu, mais ils étaient déjà en Europe. Ils n'étaient pas en Union soviétique quand je les ai interviewés. Et je suis dérangée par cet aspect. Parce que finalement, Emmanuel a peut-être réussi à trouver des moyens d'obtenir des renseignements, mais c'est toujours très dérangeant pour moi. La formation, d'accord, mais pas dans un contexte pareil. Il y a une recette classique, c'est que les agents secrets, on ne les met pas au soleil, on les laisse à l'ombre. C'est la bonne formule. Rameau, Vincent ? Non, après il y a aussi peut-être un petit côté intoxication, pouvant créer un climat d'atmosphère de paranoïaque au sein du régime et accélérant un peu plus la confusion qui peut y régner. Ça peut aussi jouer ce rôle-là.